Bonsoir. Oh, bonsoir. Elisabeth Thompson. Bonsoir nos internautes pour notre septième webinaire, si on veut franciser l'intitulé, qui est avec ce soir avec Elisabeth Thompson, professeure d'histoire et titulaire de la chaire Mohammed Saïd Farisi de paix islamique à l'Université américaine de Washington. L'heure est maintenant chez elle, c'est midi et demi, chez nous c'est déjà le soir. Elisabeth qui va nous parler de son dernier livre qui est issu d'un travail de recherche très approfondi. Elle a choisi le titre pour ce livre, le titre suivant, Comment l'Occident a volé la démocratie aux Arabes. Deux points, le Congrès syrien de 1920 et la destruction de l'alliance historique entre libéraux et islamistes. Entre parenthèses, ce livre va paraître bientôt, je l'espère bien, en langue arabe. Il va être traduit et publié par le Centre arabe et ça nous réjouit d'autant plus que on apprécie les travaux d'Elisabeth et nous sommes très contents de permettre aux lecteurs arabisants d'avoir accès à son travail de recherche très pertinent et très riche. Merci Elisabeth et je suis vraiment ravi de te revoir après une longue période Oui, c'était de très long. silence et je te donne la parole et après on prendra le débat avec nos Ah, amis. merci. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup, Salem. Je suis ravie d'échanger avec vous les thèmes de mon livre. J'aurais préféré d'être à Paris en personne, mais bon, nous allons gérer avec Zoom. Je vais présenter des choses sur mon livre pendant 20 minutes et après, je serai très heureuse d'ouvrir une conversation. Je vous prie au début de bien vouloir être indulgent quand je fais des erreurs de pensée. Aucun problème. Ah, ok, je vais partager mon PowerPoint. Voilà, et voilà, ça va, mais il ne bouge pas. Voilà, un moment. Ok, pour commencer, rappelons-nous qu'aujourd'hui, la moitié du peuple syrien est affamé. Des millions de personnes se couchent chaque nuit sans nourriture dans le ventre et peut-être sans toit au-dessus de leur tête. Est-ce un luxe de parler de la démocratie en période de pandémie et de famine? L'économiste Amartya Sen a soutenu que les famines se produisent sous les dictatures, pas souvent sous les démocraties. Il est assez impératif, je crois, que nous examinions pourquoi la Syrie a perdu sa culture démocratique avant de pouvoir imaginer pour le futur comment la restaurer. Ce but était à l'origine du projet. En été 2013, j'étais en train d'écrire un article sur la Syrie après la Première Guerre mondiale. Deux choses m'ont frappé cet été-là. La première chose, j'étais surprise de découvrir que le président du Congrès syrien en 1920 était un homme religieux, le cheikh Rachid Rida. Il a dirigé la rédaction d'une constitution qui était pour moi la plus démocratique dans le monde arabe jusqu'à nos jours et dans laquelle la religion a été mise à l'écart de l'État. La deuxième chose qui m'a frappée était de voir la fin du printemps arabe en Égypte avec le massacre de 400 frères musulmans.
La révolution démocratique contre la dictature de Hosni Moubarak a commencé en 2011 avec les réunions des libéraux avec les frères musulmans. Mais en 2013, les libéraux se sont tournés contre leur président élu, Mohamed Morsi, et ses frères. Ils ont soutenu le coup du général Sisi qui installait une dictature plus dure qu'avant. Comment se fait-il que la coalition entre libéraux et islamistes fut un succès en 1920, mais que cette même coalition fut un échec dans un siècle plus tard? Je me suis dévouée à écrire un livre qui explique la réussite et la destruction de cette coalition démocratique en 1920. Je crois que l'histoire de ce moment-là est un vecteur de la faillite actuelle de la démocratie dans le monde arabe aujourd'hui. Un peu de contexte historique au premier. L'effondrement de l'Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale était une chance de bâtir un État arabe indépendant. En octobre 1918, le prince Faisal a proclamé cet État qui gouvernera le territoire de la Grande Syrie, qui comprend le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Palestine et Israël actuel. Regardez ici Damas. Faisal a proclamé que l'État sera une monarchie constitutionnelle où tous les Arabes, musulmans ou non, puissent bénéficier de droits égaux. Faisal a demandé la reconnaissance de ces le président Wilson de soutenir le droit à l'autodétermination des Arabes syriens. En février 1919, Wilson a présenté la charte de la Société des Nations qui garantissait la reconnaissance de l'indépendance provisoire de la Syrie sous mandat temporaire. Après, Wilson a envoyé une commission américaine pour faire un sondage sur les préférences des Syriens concernant ce mandat. En Syrie, après le retour de Faisal, les élections pour un congrès représentatif ont lieu. Regardez ici l'affiche du congrès. On voit Rachid Rida ici en haut. En mars, il était un des délégués de Tripoli. Le président était Hachem Atassi, un avocat et bureaucrate qui venait de Doms. Il portait, vous voyez, une tarbouche, comme beaucoup de professionnels et bureaucrates de ce jour-là. Mais comme Rachid Rida, on voit des turbans des hommes religieux et aussi des écharpes des gens qui viennent des tribus bédouines, comme ça, et aussi les gens sans chapeau. Ils étaient pour la plupart les jeunes nationalistes qui appartenaient de l'organisation secrète de Fatah. Mais on peut conclure que le congrès n'était pas un théâtre pour les marionnettes de Faisal ou de Fatah, comme le prétendaient les colonialistes français. Il représentait divers intérêts au sein de la société syrienne. Le congrès a rencontré la commission américaine pour demander l'indépendance au premier. Si Paris ne l'accepte pas, si Paris demande un mandat, les délégués préféraient
un mandat américain bref et léger. En tout cas, il refusait un mandat français parce qu'il savait que la France avait l'intention de coloniser la Syrie. Mais à Washington, le Sénat américain a voté de refuser la ratification du traité de Versailles et par conséquent, ils ont refusé d'adhérer à la Société des Nations. Pas de chance pour un mandat américain. Abandonné par les États-Unis, le Congrès a déclaré l'indépendance de la Syrie en mars 1920 sans recours à la conférence de paix à Paris. Immédiatement après la déclaration d'indépendance, le Congrès a commencé à rédiger une constitution syrienne. Les délégués se sont réunis dans ce bâtiment, sur la place centrale de Damas, de fin mars à mi-juillet 1920. Les débats sur le nouveau système de gouvernance étaient très passionnés, menés entre deux partis, les conservateurs religieux contre les libéraux. À mon avis, la Constitution était un véritable contrat entre représentants du peuple, comme la Constitution américaine rédigée à Philadelphie en 1787. C'est ce week-end, le fête de l'indépendance américaine, c'est bon. Le Congrès a achevé un projet complet de la Constitution en juillet 1920. Elle a établi un régime civil sous la forme d'une monarchie représentative. J'ai découvert à ma grande surprise que sous la présidence de Cheikh Rachid Rida, le Congrès a supprimé l'islam en tant que religion d'État. C'était 8 ans avant que Mustafa Kemal a fait la même chose en Turquie. Mais en Turquie, il l'avait fait contre les conservateurs religieux en les supprimant. Mais en Syrie, on l'a fait avec un compromis. Pourquoi Rida a fait quelque chose comme ça? Il était un homme religieux, après tout. Dans un article qu'il a écrit plus tard, Rida a expliqué que l'égalité est un principe de gouvernance islamique. Fonder le gouvernement sur l'islam rendrait les citoyens non musulmans inégaux devant la loi. Il a également expliqué que le droit religieux devrait être limité aux affaires religieuses et non étendu à toutes les questions d'intérêt public. Je crois qu'on ne peut pas trouver des islamistes avec la même point de vue aujourd'hui. Ainsi, Rida a dû négocier un compromis entre les conservateurs religieux qui préféraient que l'islam soit la religion d'État et les libéraux qui préféraient la séparation de religion de l'État. Sur ce compromis, les deux partis acceptaient que le roi, pas l'État, soit musulman. Et on peut voir en article 1, la phrase « La religion de son roi est l'islam ». En plus, la Constitution contenait une liste complète des droits démocratiques à la vie privée, à la liberté, à la réunion, à la parole et à l'éducation.
Les dirigeants de la conférence de paix de Paris ont rejeté l'indépendance de la Syrie, rejeté l'autorité du Congrès et aussi rejeté le choix de Faisal comme roi. Les premiers ministres des pouvoirs du Conseil suprême se réunissaient à la fin d'avril à San Remo pour partager la Grande Syrie en mandat. Regardez cette photo, s'il vous plaît. Vous voyez le Premier ministre de France, de l'Italie, de la Grande-Bretagne et le délégué japonais. Mais où sont les Arabes? En dehors de la chambre, à l'autre côté de la porte. Les délégués arabes à la conférence ont été exclus de la réunion. Dans cette même salle à San Remo, la Grande Syrie était divisée entre les Britanniques et les Français. La France contrôlerait la moitié nord, aujourd'hui la Syrie et le Liban. Et la Grande-Bretagne gouvernerait la moitié sud, aujourd'hui la Palestine, Israël et la Jordanie. En plus, ici, vous voyez, l'Irak est allé aux Britanniques étant entendu qu'ils partageraient le pétrole irakien avec les Français. Juste après San Remo, le Premier ministre français, Alexandre Mitterrand, a commencé à planifier l'occupation militaire de l'intérieur syrien et de la capitale arabe de Damas. Il a justifié l'invasion en disant que le Congrès était illégal et que les revendications d'indépendance et de gouvernement démocratique étaient extrémistes. L'armée syrienne était très faible parce que la France et la Grande-Bretagne avaient interdit les ventes d'armes. Par conséquent, l'armée était vaincue à Maïsaloun pendant le matin du 24 juillet. La plupart des délégués du Congrès se sont enfouis en Jordanie, en Palestine, en Égypte et en Irak. Faisal a été exilé en Italie. L'invasion a mis fin à la politique démocratique en Syrie. La France et la Grande-Bretagne ont gouverné leur mandat contre l'esprit de la Société des Nations par la force militaire, jetant les bases de la dictature pour les décennies à venir. En conclusion, je voudrais indiquer combien il était difficile de reconstituer la coalition démocratique de 1920. Les Britanniques se sentaient mal à avoir rompu leur promesse d'indépendance à Faisal. En réalité, l'accord pétrolier était plus important pour eux. Comme lot de consolation, ils ont couronné Faisal roi de l'Irak en 1921. Faisal a blâmé la chute de la Syrie sur le Congrès et sur la politique démocratique. Il s'est donc contenté de gouverner l'Irak de manière non démocratique avec un parlement très faible. Exilé en Égypte, Rachid Rida s'est retourné contre ses anciens alliés libéraux. Il a compris que l'Europe n'accorderait jamais de droits aux musulmans. Il a donc enseigné à ses étudiants et ses lecteurs à rechercher la justice au sein de l'islam contre l'Occident. C'était, à mon avis, la fin de son foi en
la civilisation universelle et les droits de l'homme partagés avec l'Occident, entre l'Occident et l'Orient. Un de ses étudiants, Hassan al-Banna, a fondé les Frères musulmans en 1928 et contrairement à Rida, Banna a cherché à établir un État basé sur la loi islamique. En Syrie, sous les Français, la coalition islamo-libérale de 1920 a disparu. Des élites laïques ont formé le bloc national en opposition au nouveau parti islamique populiste. Le bloc a pris le contrôle du Parlement en 1936, mais les islamistes ont mené des manifestations pour les évincer en 1939. Le clivage entre libéraux et islamistes s'est approfondi en Syrie et en Égypte après la Seconde Guerre mondiale et l'indépendance. Paradoxe. Les dictateurs militaires ont adopté pendant la période d'indépendance des constitutions qui consacraient l'islam comme religion officielle et source de législation. La division entre libéraux et islamistes a affaibli l'opposition à leur dictature. Cette division a persisté jusqu'au soulèvement de 2011 et tragiquement, il est réapparu par la suite. En conclusion, d'un point de vue historique, l'avenir pour la démocratie en Syrie et en Égypte dépend de la réparation de ce clivage centenaire. Merci. C'est tout. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est vraiment, ça nous renvoie à beaucoup d'épisodes de l'histoire, mais aussi à notre actualité en ce moment. Avant de partir un petit peu et prendre les questions de nos internautes, j'aimerais bien de revenir un petit peu à cette alliance que tu soulignais entre les islamistes, ou ce rapprochement entre les islamistes et les libéraux, 1920, qui, à mon avis, n'a pas vraiment disparu dans les années 50. Par exemple, si on souligne la présence de Mustafa Sibai à côté d'autres députés libéraux ou même de gauche et même communistes sur les mêmes listes électorales, on peut voir aussi qu'il y a eu quelques tentatives qui ont été aussi avortées par les dictatures. C'est-à-dire, la première épisode, elle a été avortée par les occupants, par les colons, mais la deuxième épisode, elle a été avortée par l'union avec l'Égypte d'abord et l'arrivée du Parti Baas ensuite. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux faire une petite remarque là-dessus sur cette période des années 50, Oui. courte période de démocratie en Syrie? Oui, c'est une très bonne question et vous avez raison qu'il y avait des tentatives de reconstituer une coalition entre eux. Je pensais moi-même sur la Constitution de 1950. On a introduit le langage de l'islam dans la Constitution contre la volonté des socialistes. Et moi, peut-être je dépends trop sur la mémoire d'Akram Hourani, mais il a écrit que c'était une trahison de la démocratie d'avoir le langage d'islam dans la Constitution. Et je ne vois pas une alliance très durable
pendant toute la décennie. Mais on peut se discuter, je crois. Et est-ce que ce qu'il a dit, Akram Hourani, avec tout le respect, n'est pas aussi une façon d'exclure une composante importante au sein de la société? C'est-à-dire, bien sûr, il faut arriver à cette séparation entre la religion et l'affaire publique, les Oui, affaires. Mais en même temps, vu la composition sociale et le développement éducatif, et le niveau de l'éducation en général, il oui, était peut-être possible de faire ça graduellement, pas d'une oui, manière brutale. oui, 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 bien sûr, bien sûr. Euh, euh, pour moi, j'étais impressionnée par sa description des paysans qui lui suit dans le mouvement socialiste arabe. Et lui-même, il était descendant des leaders soufis, les cheikhs soufis. Il avait personnellement, je crois, des sentiments religieux, des tendances, mais comme Rida, je crois, il a compris que c'était dangereux d'instituer dans la Constitution l'islam comme source de législation. Oui. Il a compris, comme tout, beaucoup, je crois, à cette époque-là, que la société syrienne était très diverse. Et il fallait respecter les droits des gens des religions très différentes qui les séparent. Hannah Batatu a écrit un livre sur les paysans en Syrie et elle a souligné le problème que la classe paysanne était divisée par religion. Et par conséquent, c'était faible comme classe. Oui. Je crois Ourani a compris la même chose. Oui. Et apparemment, l'histoire se répète, même si j'aime pas trop dire ça, parce que Oui, la déception de Rachid Reda quand il est allé en Égypte oui, et il a éduqué ses adeptes à être plus radicaux. oui, Malheureusement, c'est peut-être le sort de notre histoire. Et oui, c'est répété pendant le printemps arabe. Il y a beaucoup de religieux ou des gens qui croyaient en Dieu, qui croyaient au rôle de la religion, mais qui ont cédé devant les libéraux oui, pour arriver à faire des alliances. oui, Euh, leur, leur, euh, leur initiative a été avortée par le retour des dictateurs, le retour des militaires, et ce qui les a radicalisés ou au moins radicalisé leurs adeptes. oui, Alors, l'histoire s'est répétée tout oui, récemment. oui, 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 je crois. Ouais, mais je crois aussi qu'on ne comprend pas le passé. J'ai parlé en 2013 et 2011 en Égypte avec des, des gens, des frères musulmans. Ils avaient un site internet avec photo de Rida, le grand-père du mouvement, mais ils ne savaient rien sur sa politique en 1920. Et ils ont compris que le point de vue de Bana était la même chose que Rida. Mais ils avaient tort. Bana n'avait pas compris, n'avait pas respecté la ligne entre les affaires religieuses et l'intérêt public.
Rida n'avait pas abandonné cette idée jusqu'au fin de sa vie. Et même moi, quand j'évoque Rida et ce qu'il a dit quand je l'ai appris en te lisant, je l'évoque avec des amis qui sont plus ou moins islamistes. Ils refutent complètement, ils nient l'existence d'un tel texte et parce qu'ils n'ont pas lu ou ils l'ont lu mais sans vouloir le croire. C'est-à-dire, comme tu dis, ils lisent pas Rida tout en Oui, se référant à oui, Rida. Et oui, même s'ils l'ont lu, ils vont vous expliquer ça comme étant une façon de faire de la politique et oui, qu'ils n'y croyaient pas vraiment. oui, oui. Pour moi, j'étais très déçue. J'étais déçue d'entendre que les documents, les papiers personnels de Rida ont été bien vendus en bibliothèque, une archive en Arabie Saoudite. Et j'ai parlé avec un professeur, un docteur d'islam à Los Angeles, à l'Université Californie, qui avait peur que le but d'acheter ces papiers était de faire comment dire, une erase, couvrir les idées libérales de Rida. Oui, je ne sais pas, c'est difficile d'accéder au papier maintenant. J'ai entendu, je n'ai pas essayé parce que j'ai entendu parler qu'on y arrive et on peut voir une seul papier et quelqu'un tu observes pendant la recherche, c'est difficile. Oui. Et aussi, je crois qu'il y a eu une tentative dans les années 2000 de renouer le dialogue entre les deux parties par dans plusieurs pays, Oui. notamment en Tunisie avec le mouvement 18 octobre, Oui. au Yémen avec le Liqa al-Mushtarak, la Aywa. rencontre. Oui. Même il y a eu ce débat qui s'est déroulé en Maroc entre Oui. les Oui. Oui. et les autres partis islamiques. Et Oui. alors, les résultats n'étaient pas les mêmes partout. Il y Oui. avait des avancées sur certaines scènes et des blocages sur d'autres scènes. Comment tu vois ça? Ah, bon. Oui. Toute la politique est locale. Oui, on a des circonstances en Maroc qui ne ressemblent pas aux circonstances en Jordanie, au Liban, en Égypte, des choses. Mais toutes ces tentatives, à mon avis, sont la preuve qu'une alliance renouvelée est possible. Mais il faut comprendre que la méfiance entre les deux parties a son origine aux circonstances particulières dans l'après-guerre, de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas à cause de l'essence de la religion de l'islam. Ce n'est pas à cause de l'occidentalisation des libéraux. Ce n'est pas une cause culturelle. Et on peut changer ce qu'on a fait historiquement. Oui, et il faut savoir comprendre que c'était fabriqué par les Arabes en un moment, on peut le revivre dans un moment autre. Ah, un jour,
quand j'étais professeur à l'Université de Virginie, j'avais la chance de rencontrer l'ancien président d'Iran, Khatami, Mohammad Khatami. Et nous étions dans le bâtiment de Thomas Jefferson, le Rotunda, on s'appelle, et il a dit directement, on a écrit la constitution iranienne un moment-là, ce moment-là, on peut le réécrire. On peut l'écrire encore une fois, une nouvelle constitution. Ce n'est pas fixé. Oui, et il faut, je crois, retrouver la perspective historique parce qu'on on le perd sur la dictature. On ne sait pas. J'ai rencontré moi-même beaucoup de gens au Midan Tahrir, au Caire, qui ne comprenaient pas du tout leur propre histoire parce que les censeurs en Égypte, les écoles officielles n'enseignent pas que l'effort d'obtenir une vraie démocratie était un effort très long et on partage avec il y avait beaucoup d'héros civils. On apprend seulement que les héros nationaux étaient militaires seulement. On ne voit pas, comme on dit ici, parmi les Africains américains qui ont lutté dans le mouvement des droits civils, on reste sur les épaules des anciens. You stand on the shoulders of those who came before, of your forefathers. Il faut continuer la lutte, oui. Mais si on ne comprend pas qu'on est partie d'une histoire très longue et très noble, on peut être déçu. Et voilà, interrompre la lutte et accepter la dictature. On ne peut pas. Avec une perspective historique, d'histoire, et j'espère que les autres peuvent trouver une inspiration. Et sans tomber dans la théorie du complot, est-ce que tu crois que l'Occident Oui. joue le même rôle qu'il a joué en 1920, Oh, bien sûr, bien actuellement, sûr. en soutenant les contre-révolutions, en soutenant les dictateurs, en protégeant Haftar, en protégeant Oui, en oui. étant à côté, en accusant tous les révolutionnaires arabes d'être des radicaux et des terroristes. Ah oui, On n'est pas en extrémiste, train de- extrémiste, oui, Exactement. Est-ce qu'on n'est oui, pas en train de reproduire la même phénomène? oui, oui. Pour cette raison, j'ai écrit ce livre aussi pour les Arabes, mais pour les Américains, les Européens aussi, qui n'apprennent pas à l'école le rôle et la responsabilité de leur gouvernement pour la tragédie au Moyen-Orient aujourd'hui. Oui, bien sûr. On a supprimé le rôle des Américains. J'ai parlé avec un livre en anglais très connu qui s'appelle Paris 1919 par Margaret Macmillan. Elle a écrit ces hommes-là à Paris, ils étaient très sages, mais très fatigués.
on n'a pas pu faire autrement. Il n'avait pas ainsi une justice. Et moi, je dis non. Il fallait à eux à lutter contre les démocrates, contre les libéraux, pas seulement en Syrie, mais aussi en France. C'était surtout les socialistes dans le Parlement français qui a soutenu la rêve des Syriens de démocratie. Oui. Je prends la première question de nos internautes. Est-ce que les trahisons occidentales ont débouché dans le monde arabe sur une critique de la démocratie au sein des élites libérales et pas seulement religieuses? Si je comprends bien, on veut savoir si c'est la même chose et s'il y a un lien entre… Non. non, C'est-à-dire, ok. est-ce que les trahisons occidentales Oui, qu'on a évoquées pendant 1920 et oui. ont donné dans le monde arabe une volonté de critiquer la démocratie, pas Ah seulement, oui, pas seulement chez les islamistes, mais aussi chez les libéraux? oui. Si je comprends bien, c'était le coût, non, la tragédie était que pour Rachid Rida et des gens dans les autres délégués du Congrès, ils ont paré, on peut dire, peut-être, sur les libéraux en Europe. On peut établir un État indépendant et libéral démocratique par la rue en travers d'engager politiquement, diplomatiquement avec Paris et par, par écrire et rédiger une constitution. Leur opposition était les militants qui ont pris des armes, qu'on n'avait pas beaucoup, mais a préféré de lutter dans une façon militaire. C'était ces libéraux, ces gens qui avaient foi au premier en Wilson et dans la Société des Nations qui était trahie. Et leur avenir politique était détruit. C'était la destruction de la démocratie par la destruction des carrières. On ne peut pas, à mon avis, après 1920, on ne pouvait pas fonder un mouvement de masse, démocratique et libéral aux années 20. On dit, qu'est-ce qu'on dit? Le héros de cette époque-là était Mustafa Kemal Atatürk. On ne peut pas atteindre l'indépendance par voie politique et avec pays démocratique, et il faut lutter. Mais on voit la conséquence d'une lutte, d'une guerre d'indépendance en Turquie a fini avec une dictature. Oui, il y a historiquement un lien entre le moyen et le but, et le fin, et le résultat. Oui. Si on prend l'exemple de la révolution syrienne, qui n'était pas du tout islamiste à ses débuts, oui. avec la déception et avec l'hésitation et la démission Ah, oui. des démocraties occidentales, que les
islamistes, Oui, notamment les groupes radicaux, ont oui, réussi à recruter oui, en disant, voilà, la démocratie européenne, ce qu'elle vous oui, offre, venez vers nous, on va vous offrir le paradis, on va vous offrir oui, tout le bien. exactement. Oui, je suis d'accord, exactement. C'est la même chose. On fait la même erreur maintenant qu'avant. Oui, oui, Alors, une deuxième question. oui. L'image de l'islam et des conservateurs a changé entre 1920 et aujourd'hui, après Al-Qaïda et Daesh. Est-ce une raison pour considérer que toute alliance nouvelle avec l'islam politique serait néfaste à la démocratie? Non, non, pas du tout. À mon ami, non, j'ai espoir. Mais j'ai vu des islamistes libéraux en Égypte en 2011, mais les conservateurs au sein des frères musulmans les a écartés. Ah oui. Mais il existe, et je crois, un futur. Il faut faire une alliance et négocier entre les deux. On ne peut pas, je crois. Je regarde, j'attends en Tunisie, si on peut faire quelque chose de respect mutuel ou s'il y aura toujours une tension entre eux ou non, je crois. Oui, Pour l'instant, il semble que la tension est maintenue et orchestrée même, oui, parce qu'il y a des forces régionales, oui. voire Ah oui, internationales, ah oui, qui luttent contre cette entente oui, possible oui, et ils font tout pour que la fissure devienne encore plus grave oui, entre les deux côtés. oui, 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 je suis d'accord, oui. Alors, une question aussi. Pensez-vous qu'il est possible de dépasser les antinomies nationalistes religieuses pour aboutir à un État-nation et comment? Je ne suis pas, je comprends la question entre les nationalistes et religieux. Il est possible Oui, de se débarrasser de ces problèmes entre nationalistes et religieux ou oui, des antinomies nationalistes religieuses pour oui, aboutir à un État-nation? C'est-à-dire, est-ce oui. qu'on peut Ah oui, est-ce trouver qu'on peut? Oui. une troisième voie? Je suis optimiste et idéaliste. Je crois en travers d'un système démocratique, on peut faire une négociation et se débarrasser avec pendant peut-être une longue durée. Donc, on fait maintenant ici aux États-Unis. On a toujours des intérêts religieux qui entrent dans la politique et il faut les engager et détourner euh, et, et négocier des limites euh, euh, entre le foi des individus et l'intérêt public et commun. Oui, mais je ne sais, sur la dictature, c'est impossible. On n'a pas de politique, on ne peut pas le faire. Oui. Mais c'est pour ça, je crois, il faut commencer avec une démocratie peut-être pas parfaite, mais on peut l'améliorer pendant le temps après. Oui. Euh, d'après toi, pourquoi les dirigeants occidentaux, ou la plupart des dirigeants occidentaux,
euh, pense que les peuples du Sud ne méritent pas la démocratie ou ils sont inaptes à la démocratie ou est-ce que c'est une question culturaliste ou c'est une question liée plus ou moins au passé colonial ou c'est vraiment par amour ou admiration de ce qu'ils appellent les despotes justes ou despotes éclairés? Oui. Je crois tout. À mon avis, je crois que qu'ils avaient certainement des idées reçues racistes, mais premier en 1919 et 20, c'était la peur d'une guerre mondiale deuxième. On n'avait pas assez de pétrole pendant la Première Guerre mondiale. Et un homme comme Georges Clemenceau, qui était peut-être le moins raciste parmi les grands quatre à Paris, a accepté de subordonner des Arabes au niveau un peu moins humain que Européens des Blancs parce qu'il a envie de pétrole. C'est économique, c'est pas culturel, c'est pratique pour eux, je crois. Mais on avait des habitudes de penser, bien sûr. Et j'étais surprise de découvrir, par exemple, qu'au premier, le président Wilson a accepté l'idée d'égalité des races sur le qu'on propose, les Japonais a proposé que sous la charte de la Société des Nations, on a établi que toutes les races du monde sont égaux. Il a accepté au premier, mais c'était les Anglais, les Australiens qui a fait pression sur son Colonel House. C'était un de ses assistants à Paris. Et il s'est retourné sur l'idée. C'était, à mon avis, pragmatisme. Ce n'était pas une idée fixe. On peut négocier, mais il a vu s'il accepte l'égalité de toutes les races sous l'autorité du droit international et la Société des Nations, la société pourrait intervenir aux États-Unis pour forcer l'égalité contre l'oppression des Noirs. Et à cette époque-là, il était un président du Parti démocrate qui dépendait sur le vote du sud des États-Unis et de la Californie. En Californie, on ne veut pas des immigrés d'Asie. Il était à cause de leur concurrence en emploi de travail. Et au sud, on ne veut pas avoir égalité. On voit la résurgence des organisations racistes, le Ku Klux Klan, et on a, à cette époque-là, en 1920, on a bâti tous les statuts des Confederates, on dit ça, qu'on attaque aujourd'hui.
de Robert E. Lee, des choses comme ça. C'était une époque politiquement très raciste. On avait beaucoup de peur du monde nouveau, si vous voulez. Et on a choisi, selon quelqu'un, un historien conservateur comme Margaret Macmillan, elle pense, oh non, on n'avait pas de choix, on était limité, on était innocent de pouvoir répliquer l'hiérarchie raciale du monde au sein de la Société des Nations. Il y a un livre nouveau, il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle The Guardians, écrit par Susan Peterson, sur la Société des Nations. Elle a dit, c'était pas une faillite, non, c'était un espace pour les Blancs de découvrir la possibilité d'égalité. Non. Ils savaient bien qu'il y avait une chance pendant une pandémie comme aujourd'hui, après une guerre, oui, de changer le système. Et ils avaient peur et ils avaient repressé, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Rejeté la chance d'égalité d'un nouveau monde. Il était un choix, pas de négligence, si vous voulez. Oui. Et qu'est-ce que, si on considère qu'Israël, c'est le représentant de l'Occident, ou ils ont la même logique de l'Occident par rapport à cette alliance ou à ce rapprochement. Est-ce Oui. qu'Israël a joué un rôle aussi dans cette vision divisionniste pour empêcher le rapprochement dans les pays arabes, pour aboutir à une vraie démocratie de ses voisins arabes qui risquent de la mettre en difficulté? Oui, c'est pas le sujet sain de ma recherche, mais c'est certainement vrai que l'origine d'Israël était le moment du refus de la démocratie dans la région. Et ils ont profité d'une logique raciste et culturaliste qui disait que les Arabes, non seulement étaient incapables d'une politique démocratique, mais ils étaient pour la plupart musulmans. Et c'était pour les sionistes comme pour le lobby colonial en France, pas tous les Français, ok? Et les conservateurs, les racistes comme Churchill ou Balfour en Angleterre, ok? Pour eux, c'était convenable de croire que les musulmans sont une race très guerrière, très, comment on dit, pas moderne, et comme les Turcs, capables de tuer, de génocide. Et on a joué ce jeu. C'était une chose de linguistique, je crois, parce qu'on a joué l'idée que les musulmans, une État, je n'ai pas dit dans ma présentation, mais il faut le dire, dans la traduction française de la Constitution syrienne de 1920, on a changé les mots dans l'article 1. Okay? En place de dire la religion de son roi est l'islam, on a écrit la religion de l'État, l'islam. Pourquoi? Parce qu'on a dit, si
on permet un État indépendant en Syrie. Cet État sera en théocratie. Et comme les djihadistes de la Turquie, sous le sultan, on ferait une djihad contre les chrétiens. Tout le monde savait en 1920 que presque 1 million d'Arméniens étaient tués parce qu'ils étaient non-musulmans. C'était pour moi, est-ce qu'on peut dire sinistre, cynical? C'était usage d'une idée que, comme musulmans, on doit faire la même chose. C'est pour cette raison que Faisal à Paris a dit non, 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 nous sommes tous les Turcs, nous sommes les Arabes, nous sommes différents. Oui, nous sommes musulmans pour la plupart, mais il avait avec lui des gens chrétiens, des chiites, des syriens, plusieurs religions. Il a dit, nous sommes tous les Arabes et sous Dieu, nous sommes tous égaux. Et c'est ça. Il a dit ça, mais on n'entend pas. Okay? Ce n'est pas convenable. On ne veut pas l'entendre. On veut pas l'entendre. Et en fait, la création de l'État d'Israël a amené aussi la militarisation de certaines sociétés arabes. Oui. Peut-être cela aussi a contribué à pousser certaines élites, si j'ose dire, vers l'adoption des idées dictatoriales. Oui, 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 Parce que les peut-être. militaires ont pris le devant de la scène, Oui, sous prétexte de défendre la patrie, sous prétexte de combattre l'ennemi. oui, oui, oui. Mais au premier, je crois, oui, plus tard, aux années 40, 50, 60, oui. Mais je crois, aux années 20 et 30, c'était l'exemplaire d'Atatürk Oui. qui a inspiré une politique de militarisation, je crois. Il a réussi avec une armée. Et c'était la leçon de Paris. Si on n'a pas d'armée, tant pis, on peut faire avec vous ce qu'on veut. Alors, une autre question. Croyez-vous, elle concerne plus précisément la Syrie, cette question. Okay. Croyez-vous qu'après plus de 40 ans de dictature et une guerre sanglante, que les Syriens pourront à nouveau être capables de renouveler la tentative du Congrès de 1920 ou du moins tirer les leçons de cette expérience? Ah oui, bien sûr. Toutes les démocraties dans le monde ont une origine d'une société et d'une histoire de dictature. Ça n'annule pas la possibilité en futur d'une démocratie si on avait avant une dictature. Mais il faut, je crois, le travail d'un historien est de donner la connaissance, les utiles des idées pour bâtir une politique nouvelle. Mais oui, bien sûr. Mais au premier, avec la moitié d'une population affamée, peut-être pas immédiatement. Oui, mais Malheureusement. malheureusement, oui. Et
comme tu enseignes aux États-Unis, tu vis aux États-Unis, tu es américaine, Oui. est-ce que cette tendance à regarder le monde arabe comme on le fait en Europe, elle est aussi présente, fortement présente aux États-Unis ou moins? Dans quel sens? Comment on voyait en Europe? Exactement, je veux comprendre. L'Europe, comme j'ai développé tout à l'heure, que ces pays sous-développés ne sont pas aptes à la démocratie, et la population est plus attachée à ses repères religieux que plutôt à des idées ou des idéaux. Oui, 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 bien sûr. Pour la plupart, c'est la même chose. On enseigne, on a appris cette image et ces idées des Européens pendant le XXe siècle, mais maintenant, surtout, je crois, c'était la politique et la propagande d'Israël qui renforce ces idées maintenant. C'est seulement parmi certains secteurs. Si tu veux, en Amérique, on a une organisation qui m'intéresse beaucoup, Veterans for Peace. On dit les veterans, je ne sais pas, les Vétérans, les vétérans pour anciens la combattants. paix. Oui. Ils sont, moi, je pense maintenant, je fais un plan de coordonner avec eux aux États, aux États comme maintenant, j'ai un contact avec quelqu'un en Kansas et je peux y aller après la pandémie, d'enseigner avec les locaux, avec les gens, des vétérans pour enseigner notre image. Mais pour eux, ils étaient en Irak, ils étaient en Afghanistan, ils ont des questions, ils avaient des yeux ouverts, si vous voulez. Et on peut commencer, mais pour la plupart, non, on n'a pas une image vraisemblable des Arabes parmi les Américains. Désolé. Je crois que c'est une question qu'on a déjà traitée, mais peut-être il vaut mieux la reprendre. Oui. Pensez-vous que l'Occident a été le responsable, plus ou moins, de cette situation actuelle dans le monde arabe, absence de la démocratie, continuation de despotisme? Vu la guerre des intérêts dans la région tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui? Ah bon, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. L'Occident est responsable. Mais je ne veux pas dire que les Arabes n'ont pas de choix de pouvoir sur leurs circonstances. On avait choisi, ils avaient choisi des présidents, des dictatures eux-mêmes aussi. Les deux ensemble. On avait changé, on peut dire, le terrain politique, on dit, et on avait limité les choix des Arabes. Mais les Arabes avaient historiquement leur rôle aussi. Par exemple, en Irak, qu'est-ce qu'on a fait? Des Américains envahi le pays, mais c'était aussi les Irakiens qui ont choisi la politique des sectes et de suivre les leaders non démocratiques. Oui, mais surtout, on n'a pas de choix. Si on n'a pas de souveraineté, on n'a pas de choix. Et c'est
pour moi, l'origine de la dictature, c'était l'imposition du mandat en 1920. Oui. Effectivement, on peut discuter encore plus longuement. Le Oui. sujet est magnifique et riche de leçons. Oui. Malheureusement, l'histoire se répète des fois. Oui. Et même elle se répète avec aggravation des impacts négatifs. Oui. Maintenant, il y a plus de facilité à tuer, à massacrer, Et oui. à Oui. exclure, à devenir encore raciste, mais sous des couvertures modernes. Et maintenant, on voit beaucoup de racistes avec cravatés qui remplissent nos chaînes de Oui. télé Oui. sans aucune gêne, aucun problème. Oui. J'espère que le livre va être aussi traduit en français parce que c'est très important que le lecteur Merci. français Très bien. Je apprenne voudrais. de Oui. l'histoire très riche de leçons et de principes. Oui. À la fin, je te remercie très chaleureusement Merci beaucoup. et je suis vraiment ravi que bientôt le livre va apparaître en arabe parce que c'est Oui. très important que le lecteur arabe Oui. Bien de sûr. Syrie, mais d'ailleurs aussi, apprennent une partie de leur histoire qui a été occultée Oui. volontairement ou involontairement. Oui. Et j'espère aussi bientôt vous recevoir ici, présente sur place à Paris. Moi aussi, j'espère, j'attends le jour où les Américains seront bienvenus encore une fois en Europe après la pandémie, après peut-être un changement politiquement ici. Voilà, après la pandémie sanitaire et la pandémie politique. La pandémie politique, oui, oui. Très Et bien, merci beaucoup, aussi, Célène. j'annonce juste notre webinaire la semaine prochaine qui va être autour d'un sujet presque proche, mais qui correspond à notre actualité, qui est de François Burgat, directeur de recherche au CNRS. Il va parler des espoirs démocratiques arabes au péril de l'internationalisation de la contre-révolution. Et ce sera aussi Très le intéressant. vendredi 10 à 18h30, heure de Paris. Merci beaucoup, Elisabeth Thompson. Ok, merci Et merci bien. à Au nous, revoir. tous nos internautes. À Ok, bientôt. merci. Ok, à bientôt. Merci, au revoir.